Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Aujourd'hui, nous allons parler du shadow work, du travail de l'ombre. C'est quelque chose qui est très à la mode dans le milieu du tarot et des oracles. Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, bienvenue si vous arrivez par hasard. Vous pouvez vous abonner en dessous. J'ai fait ma youtubeuse à fond les ballons. Aujourd'hui, donc, ce travail de l'ombre, je vais en parler suite à un post de fantôme sur Instagram qui interrogeait les travailleurs de l'ombre et cette mode de l'ombre, quelle était son utilité et quelle était sa finalité. Je commencerai par dire que moi, l'archétype de l'ombre, parce que c'est un archétype, on verra après d'où ça vient, je l'ai rencontré il y a fort longtemps, en 96-97. J'écrivais un mémoire en fac à l'université sur résilience et catharsis dans l'art, à travers l'exemple des ex-voto, donc ces œuvres qu'on peut retrouver dans les églises en remerciement à un saint pour nous avoir sortis d'une maladie, d'un accident ou de tout autre trauma de la vie. En travaillant sur la catharsis, qui est elle-même, et la résilience, qui sont elles-mêmes des notions thérapeutiques, forcément, vous devez vous intéresser à l'histoire de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychologie, de l'anthropologie, de l'histoire et du contexte, tout simplement. C'est là que j'ai rencontré l'ombre pour la première fois. À l'époque, je ne l'avais pas rapproché du tarot, alors que je tirais énormément les tarots. Je passais mes soirées dans les bars à tirer les tarots aux gens, je l'avais déjà expliqué. C'était l'époque bénie de ma jeunesse, où j'avais encore du souffle, et où je pouvais rester tard la nuit en ville, et dormir très peu. Enfin voilà, c'était une bonne époque. Et c'est vrai que le tarot m'interrogeait déjà sur ces symboles, puisque je travaillais aussi sur la symbolique, qui fait partie des archétypes. Enfin, je ne vais pas vous refaire mes deux mémoires d'université, on n'en aurait pas fini. Donc, voilà, toujours est-il que j'ai touché à tout ça de façon très universitaire. 25 ans passés, pas tout à fait 25 ans, je me vieillis un peu. Beaucoup de temps sont passés, presque un quart du siècle sont passés. Et du coup, avec l'âge, on aplanit les choses et puis ça devient beaucoup plus simple que quand on est tout le temps dedans. Donc, on va voir le travail de l'ombre. Ce travail de l'ombre, que j'avais donc rencontré jadis, il est dû à Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste palois. Et moi, j'aime parler avec l'accent de Bâle, les Suisses allemands. Ils parlent comme ça. C'est le seul accent que je sais imiter. Alors, vous avez droit à l'accent pendant que je vous explique que Carl Gustav Jung était fondateur de la psychologie analytique. Donc, on ne va pas expliquer la psychologie analytique. Vous pouvez m'applaudir et vous avez le droit de rire. Parce que ce serait trop long. Mais Carl Gustav Jung est très intéressant dans le sens où il a intégré à la psychanalyse les champs, pas mal de champs des sciences humaines. Ce qu'on appelle les sciences humaines, ça va être la philosophie, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, l'histoire des religions, etc. Et lui, particulièrement, s'est penché sur l'histoire des religions et l'anthropologie. Ce qui a fait qu'il a une vision de la psychanalyse que l'on pourrait qualifier de relativement mystique. Aujourd'hui, il est un peu mis de côté par la plupart des psys, justement à cause de cette façon d'aborder la psychanalyse très ouverte et beaucoup plus intégrée dans ce qu'on appelle les mouvements New Age,
ou autour du tarot des oracles, des guidances. Cette raison est due à son amour de l'occulte, pour résumer, de l'ésotérisme. C'est quelque chose que lui a reproché Freud. C'est pour ça qu'ils ont clashé. C'est quelque chose qui a fait clasher aussi dans son propre groupe. Une fois qu'il avait quitté Freud, il a monté son propre groupe autour de la psychologie analytique. Et ça n'a jamais été très facile, en fait, avec Jung. Il a toujours eu des relations un peu complexes. Je passerai sur son histoire avec les nazis et le fait qu'il était agent double avec un matricule et tout. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement complexe, Jung. C'est aussi celui qui a développé tout un travail autour des rêves. On lui doit tout le travail autour des rêves, et c'est ce travail autour des rêves et de l'archétype qui va nous intéresser, puisque c'est ce travail qui va déborder sur le domaine du tarot et plus généralement de ce qu'on appelle les pratiques New Age, les guidances et tout ce qui est coaching un peu ésotérique. Avant ça, on pense, les spécialistes en littérature pensent que Jung a inspiré des écrivains comme Borges, que j'aime beaucoup, comme Le Guin, que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est une autrice, et comme Hermann Hesse, que j'adore. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses très jungiennes dans leurs ouvrages, notamment chez Borges et chez Hesse, je trouve encore plus que chez Le Guin. C'était la part littérature de la question. Donc, sur le rêve, il va développer une série d'archétypes. Alors pour expliquer simplement un archétype, on va dire que c'est une forme d'allégorie, de symbole, quelque chose qui va symboliser une idée, ou des idées, parfois plusieurs idées, et qui vont permettre d'interpréter le rêve de façon psychologique. Ce travail, on peut le transposer sur le tarot. Alors, ce travail, lui, ne l'a pas transposé directement sur le tarot. Il existe un tarot qui s'appelle le tarot jungien, mais il n'a rien à voir avec Jung. On peut transposer ces archétypes sur le tarot. Il existe un tarot qui s'appelle Archétype aussi, qui reprend les archétypes de Jung. Mais en gros, c'est ce qui va vous permettre d'expliquer vos rêves. Quand on transpose ces archétypes au tarot, ça permet de faire du tarot psychologique. C'est-à-dire qu'on va donner au tarot une fonction qui est de l'ordre de la psychanalyse ou de la psychologie et plus du tout de l'ordre du prédictif. La plupart du temps, quand on tire les cartes à quelqu'un, on fait un peu des deux en fait. C'est à la fois du prédictif et du psychanalytique. Maintenant, passons à l'ombre. L'ombre fait partie de ces archétypes. Pour certains, on rapproche l'archétype de l'ombre de la carte du diable. À mon sens, c'est pas la meilleure carte pour représenter l'ombre. J'avoue que je taperais plutôt dans les arcanes mineurs. Le travail de l'ombre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour cela, on va déjà essayer de définir ce qu'est la part d'ombre dans qu'est-ce qu'on dénomine ombre comme archétype en tant qu'archétype. On va parler de part d'ombre chez nous, les humains. Je vous ai dit que c'est pas facile à comprendre et à expliquer. Chez nous, donc, il y a cette part d'ombre. Ce n'est pas une part qui fait peur, comme je l'ai déjà pu le lire. Elle peut faire peur, mais c'est pas sa fonction première du tout. La part d'ombre, en fait, c'est souvent la part qu'on veut ignorer ou qu'on ignore tout court. C'est l'inconscient.
Je comparerais ça, pour être plus simple, à un placard. Vous avez tous et toutes chez vous, ou alors je suis une extraterrestre, un placard où quand vous avez un truc que vous voulez garder mais que vous ne savez pas où mettre, vous rangez ce truc dans le placard. Parce que sinon votre appart c'est le foutoir, mais dans le placard c'est rangé, vous ne le voyez plus, c'est dans le placard. C'est rangé et en même temps vous le gardez, c'est votre placard à fouillis. Ma mère avait un tiroir à fouillis, et bien c'est votre tiroir à fouillis. Donc tout ce que vous allez glaner, que vous voulez garder et qui a un sens pour vous, mais vous allez le mettre dans le placard. Dans ce placard, vous pouvez aussi mettre des choses que vous n'aimez pas, mais que vous gardez parce que ça fait partie de votre histoire ou d'une histoire, et pourtant vous détestez cette chose. En psy, c'est ce qu'on va appeler un trauma. Et cette chose-là, vous allez aussi le ranger dans le placard. Tac. Donc ça fait encore de nouvelles choses dans le placard. En résumé, ce que vous avez rangé dans votre placard, c'est pour faire votre maison propre, clean, et ne plus voir ces choses. Transposer à la psy, c'est tout. Vous avez mis dans le placard tout ce qui fait que pour des raisons culturelles, sociales, d'éducation, vous avez rangé tout ce qui ne correspond pas à cette image socio-culturelle d'éducation que vous avez construit ou qu'on a construit autour de vous ou que la société a construit. Donc il y a aussi une part de frustration dans ce placard, des choses qu'on s'interdit de vivre dans ce placard. Donc c'est vraiment un placard assez bordélique et s'il s'ouvre, il peut vite exploser. Donc dans ce placard, il marque quand même les limites à ce petit bordel que nous trimballons tous. Et ce placard a une plus ou moins grande échelle. Mais surtout, ce placard est plus ou moins fragile selon les gens. Il y a des gens qui vivent très bien avec leur placard fermé, qui s'y intéressent pas. Eux, ils vivent très heureux, ça marche très bien. Ou alors, ils ont un tout petit placard aussi, ça arrive. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de choses à ranger dans leur placard, donc il est tout petit, c'est un tiroir, comme tu peux faire. Un petit tiroir. Après, il y a les gens qui ont un placard déjà bien rempli. Pour des histoires de vie particulières, à cause d'une nature aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'on est avec une certaine nature et que cette nature-là, ce n'est pas un choix, on est comme ça, avec cette nature. Et donc, on a un plus ou moins grand placard et parfois on peut être tenté de l'ouvrir. Et puis il y a les gens qui ont des placards très fragiles et eux, parfois, ont de très grosses difficultés pour justement socialement s'inscrire avec les autres, pour communiquer avec les autres, pour être dans la société tout simplement, facilement, parce que leur placard prend tellement de place que hélas ils mangent beaucoup de choses. Ces personnes-là font parfois des œuvres extraordinaires par ailleurs, quand elles sont créatives, mais parfois aussi elles ne le sont pas et donc elles n'ont même pas cet échappatoire de la créativité. Je voulais vous donner un exemple de placard qui explose, un exemple de pop culture, c'est dans Les Animaux Fantastiques, vous vous souvenez de Croyance et de l'Obscurus. Eh bien l'Obscurus, c'est un peu le placard de Croyance qui explose quand il n'en peut plus et qu'il faut encore rajouter une chose dans son placard. Eh bien le placard craque et devient l'Obscurus. L'autre gars à placard, un peu compliqué, c'est Ben Solo dans Star Wars, peut-être même son grand-père aussi d'ailleurs, Anakin Skywalker, mais toujours est-il que Ben Solo et Kylo Ren, la force obscure représente un peu le placard qu'on ouvre et qui fait qu'il devient Kylo Ren. Il y a
voilà ce que peut faire un placard mal géré, un placard qui est parfois poussé à son extrême limite par des choses soit extérieures, soit intérieures. On retrouve ça dans Shining aussi, avec Jack Torrance, qui se laisse manger par son Shining qui va constituer sa part d'ombre, et qui va dépasser sa part d'ombre. Donc on retrouve ça dans différentes histoires. C'est pour cette raison que de travailler sur la part d'ombre, en la comprenant mal, c'est quelque chose de compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle, pendant les Cantillon Challenge, où je savais qu'on travaillait sur des choses parfois un peu limites, j'essayais toujours malgré tout de rester dans des limites où les gens puissent s'arrêter. Et de ne surtout pas entraîner les gens, les pousser à faire jusqu'au bout les exercices, parce que si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire. Je discutais hier soir avec une très bonne, ce que je considère aujourd'hui comme une très bonne amie et que j'aime beaucoup. Et je remercie d'ailleurs pour cette discussion, mais toujours très instructive. Et elle me disait, elle-même, on va dire un obscurus et un placard très chargé, et elle me disait qu'elle savait quelles étaient les limites. Mais qu'hélas, elle pensait que aujourd'hui, avec la mode du travail sur l'ombre, il y avait des gens qui pouvaient ne pas savoir où était la limite de leur placard ou la limite à ne pas franchir pour ne pas libérer leur obscurus. Et c'est bien le problème aujourd'hui de cette mode, c'est que mal guidée, mal aiguillée, ou de façon soit mal construite, ou d'une façon un peu où on vous presse un peu, où on va vous dire que c'est un travail fantastique, qu'il faut le faire. Non, rien n'est jamais à faire. Il faut toujours suivre votre libre arbitre. Et surtout, si votre obscurus, vous le sentez trop grand, il faut aller chez un spécialiste des obscurus, un psy. Alors je sais que parfois c'est assez long pour trouver un thérapeute qui convient, mais il est très important, quand l'obscurus est trop gros, de pouvoir le décharger, le transférer chez un thérapeute qui soit habilité à faire ça. Et là, tournez-vous vers la médecine, vers les gens qui ont fait des études vraiment là-dessus, et pas vers des gens qui vous proposent des guidances. Les guidances sont faites pour les gens qui arrivent à gérer leur obscurus, à gérer leur placard. Pour les gens qui arrivent à voir leur placard d'au-dessus de façon détachée, et pas à rentrer dedans et à tout bousculer et que tout tombe sur eux. Les guidances, le tarot, et par extension, je dirais, toutes les formes de pratiques liées à l'occulte et qui vont à un moment faire appel à votre part d'ombre et à votre obscurus, évitez-les si vous n'êtes pas sûr de votre placard. Ça n'a rien de honteux et ça ne veut pas dire qu'un jour vous n'y reviendrez pas, mais c'est quelque chose de trop fragile pour vous mettre en danger. Si vous êtes à l'aise, je vois des gens qui sont extrêmement distancés, qui font des travails d'ombre, et du coup c'est très bien, ça leur permet de situer certaines choses, et en fait ça leur permet surtout de résumer des choses qu'ils savent déjà en fait, parce qu'ils ont déjà pris cette distance, c'est juste que ça confirme une sorte d'instinct. Mais pour les gens qui justement sont vraiment trop perdus, je déconseille tous les travails d'ombre, et même les travails dits de lumière, parce que quand quelqu'un vous dit « oui, mais moi je travaille sur la lumière », en fait c'est malgré tout toujours plus ou moins un travail d'ombre. Donc évitez ça. Ça compte aussi pour tout ce qui est dévotionnel, tout ce qui est magie, tout ce qui agit en fait et ce qui peut faire céder votre placard.
Le premier signe que votre placard saigne, ça va être l'angoisse, le stress, la peur. Si vous ressentez ces choses, c'est que vous devez vous arrêter. D'une manière générale, d'ailleurs, dans la vie, si vous ressentez la peur, ne vous dites pas « je vais passer par-dessus ». Ça ne sert à rien. Prenez du recul par rapport à ça, parce que affronter quelque chose de terrible ne peut être affronté qu'en connaissance de cause. C'est-à-dire que si vous vous attaquez à votre part d'ombre, il faut déjà l'avoir comprise plus ou moins et d'avoir déjà en fait travaillé dessus de façon très distancée pour pouvoir travailler sur cette part d'ombre. Et donc d'une manière générale dans la vie, quelque chose qui vous fait peur, c'est que vous n'êtes pas prêt. Et ça n'a rien d'honteux de n'être pas prêt pour quelque chose. Il faut accepter le fait que tout n'est pas toujours dans nos cordes et que peut-être il faut se tourner vers des activités qui soient plus pour nous quand on a un obscurus un peu difficile et qui soit plus calmant pour nous. J'ai vu trop de gens à travers les années et mes lectures et sur et des amis et d'amis qui tombaient comme ça de formation en formation, de guide en guide, de maître en maître. Souvent, ils perdaient en fait beaucoup d'argent. C'était terrible, une espèce de cercle infernal, sans que jamais leur problème d'ombre ne soit réglé. Je trouve toujours ça terrible de se chercher toutes ces années, alors qu'en fait, cette part d'ombre, il aurait suffi peut-être d'un bon thérapeute, une vraie thérapie, pour pouvoir en venir à bout et de pouvoir s'en libérer. Donc, si vous êtes déjà dans un travail de thérapie, n'abandonnez jamais ce travail de thérapie. Quoi qu'on vous en dise, si quelqu'un vous pousse à faire ça, vous pouvez lui dire ciao, c'est qu'il pense surtout à lui. Par exemple, c'est ce que font les sectes. J'en parlais sur la bienveillance avec Midsommar. Et un des trucs des sectes, c'est de pousser votre part d'ombre, de la faire ressortir pour trouver toutes les fêlures, de rentrer dedans et de vous dire qu'ils sont la seule solution. La seule solution à votre part d'ombre, ce sera toujours vous et votre libre arbitre. Souvenez-vous toujours de ça, quoi qu'on vous propose, faites confiance à votre libre arbitre. Le libre arbitre n'a rien à voir avec la culture et l'intelligence elles-mêmes n'ont rien à voir. On peut être très intelligent et peu cultivé, on peut être très cultivé et très con, et donc ça n'a rien à voir. Mais le libre arbitre, ça reste votre bon sens. Ayez toujours le bon sens de stopper les choses avant qu'elles ne s'emballent trop, avant de produire un obscurus, avant de devenir croyance, avant de devenir votre propre kylorène. Sachez arrêter. Il y a déjà assez de choses dans la vie qui peuvent vous faire devenir kylorène. Donc, si les tarots vous plaisent, ou les autres pratiques occultes, comme le chamanisme, ou je ne sais quoi d'autre, méfiez-vous toujours de votre capacité à encaisser ce que vous allez lire, apprendre, parce que c'est pas sûr que votre placard soit prêt, lui, à encaisser ces choses-là. Avancez toujours à petits pas. Je dis toujours, l'apprentissage est long et ça dure toute une vie. Ce n'est pas des choses finies et tout n'est pas d'ailleurs dans les livres non plus. Faites confiance à ce libre arbitre, absolument. Et si vous sentez que vous êtes coincé, arrêtez, distancez-vous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, c'est quelque chose de très difficile. Je vais essayer de le réécrire sur mon blog. Quand j'aurai le temps, je vais essayer de le réécrire de façon claire et je vous mettrai une petite bibliographie si la question vous intéresse pour aller un peu plus loin, si vous avez envie de lire.
et que vous vous intéressez à la question, je vous mettrai une petite bibliographie. Alors je ne peux pas vous mettre le lien sous la vidéo tout de suite parce que je n'ai pas encore écrit ça. Et il faut que je regarde dans ma propre bibliothèque quel livre je peux vous proposer et qui est accessible et bien écrit sur la question. Il faudrait un jour que je mette à jour mon Babelio surtout. Donc voilà. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On aborde plein de sujets comme vous pouvez le constater. Et puis d'ici là, il y aura un nouveau chapitre de l'Awen Creative Challenge demain ou dimanche. Et comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, pour les guidances de la semaine où vous choisissez parmi 3 tas, ces guidances seront faites le dimanche soir en vidéo sur Instagram et diffusées aussi sur YouTube. Donc sur YouTube, vous aurez une guidance pour la semaine le dimanche soir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, je vous dis à bientôt en suivant la lune ou ailleurs. Faites attention à vous, ne vous lancez pas dans des choses de façon éperdue, mais toujours dans le chemin du milieu et toujours avec tempérance, avec réflexion. Ne vous laissez pas jamais embarquer. Soyez toujours un peu rétif comme moi à certaines choses qu'on veut vous imposer. Et faites les choses parce qu'elles vous font plaisir. Ça, c'est très important. Faire les choses parce qu'elles vous font plaisir. Si vous perdez le plaisir de faire une chose, c'est qu'elle n'est plus bonne pour vous. C'est aussi simple que ça. Si on perd le plaisir, c'est-à-dire que quelque chose d'autre s'est mis à l'œuvre. Là, pour le coup, c'est sûrement la part d'ombre. Donc, faites toujours les choses avec plaisir. Abordez des sujets qui vous font plaisir, abordez des activités qui vous font plaisir et qui vous épanouissent. Ne vous forcez jamais à rester dans quelque chose qui, à un moment, va vous enlever le plaisir ou vous pose trop de questions. Quelque chose qui pose trop de questions, c'est aussi un signe qu'on a touché une limite du placard. Voilà. À très bientôt sur En suivant la lune ou ailleurs.